Svetlana Alexievitch. La guerre n'a pas un visage de femme. Tout ce que nous savons de la guerre nous a été conté par les hommes. Nous sommes prisonniers d'images masculines et de sensations masculines de la guerre. De mots masculins. Les femmes se réfugient toujours dans le silence, et si d'aventure elles se décident à parler, elles racontent non pas leur guerre, mais celle des autres. Elles adoptent un langage qui n'est pas le leur, se conforment à l'immuable modèle masculin. Et ce n'est que dans l'intimité de leur maison, ou bien entourées d'anciennes camarades du front, qu'après avoir essuyé quelques larmes, elles évoquent devant vous une guerre. J'en ai entendu plusieurs récits au cours de mes expéditions journalistiques, à vous faire défaillir le cœur. Votre âme devient silencieuse et attentive. Il ne s'agit plus d'événements lointains et passés, mais d'une science et d'une compréhension de l'être humain dont on a toujours besoin, même au jardin d'Éden. Parce que l'esprit humain n'est ni si fort ni si protégé qu'on le croit, il a sans cesse besoin qu'on le soutienne, qu'on lui cherche quelque part de la force. Les récits des femmes ne contiennent rien, ou presque rien, de ce dont nous entendons parler sans fin et que sans doute, d'ailleurs, nous n'entendons plus, qui échappe désormais à notre attention, à savoir comment certaines gens en ont tué héroïquement d'autres et ont vaincu, ou bien ont perdu. Les récits des femmes sont d'une autre nature et traitent d'un autre sujet. La guerre féminine possède ses propres couleurs, ses propres odeurs, son propre éclairage et son propre espace de sentiment. Ces mots propres, enfin. On n'y trouve ni héros, ni exploits incroyables, mais simplement des individus absorbés par une inhumaine besogne humaine. Et ils, les humains, n'y sont pas les seuls à en souffrir. Souffrent avec eux la terre, les oiseaux, les arbres, la nature entière, laquelle souffre sans dire mot, ce qui est encore plus terrible. Aussitôt la question se pose, pourquoi ? Pourquoi, après avoir disputé et occupé leur espace dans un monde naguère exclusivement masculin, les femmes n'ont-elles pas défendu leur histoire, leurs paroles et leurs sentiments ? Pourquoi n'ont-elles pas eu foi en elles-mêmes ? Tout un monde nous est ainsi dérobé. Le continent isolé des femmes. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'y pénétrer, d'y aborder et d'écouter ? D'un côté, un mur aveugle, celui d'une certaine résistance masculine, que je qualifierais même volontiers de conspiration secrète ourdie par les hommes. De l'autre, un manque de désir et de curiosité de notre part, qu'on peut expliquer par le fait que personne n'attend de cette exploration la moindre découverte. Car l'homme, dit-on, ne vit que pour faire la guerre et pour parler de la guerre. Nous croyons tous savoir de la guerre, mais moi qui écoute parler des femmes, celles de la ville et celles de la campagne, femmes simples et intellectuelles, celles qui sauvaient des blessés et celles qui tenaient un fusil, je puis affirmer que c'est faux. C'est même une grande erreur. Il reste encore une guerre que nous ne connaissons pas. Je veux écrire l'histoire de cette guerre, une histoire féminine. Premiers enregistrements et premières surprises. Les emplois militaires de ces femmes, brancardiers, tireurs d'élite, mitrailleurs, chefs de pièces anti-aériennes, sapeurs, alors qu'elles sont aujourd'hui comptables, laborantines, guides touristiques, institutrices. À croire que ce ne sont pas leurs souvenirs qu'elles me rapportent, mais ceux de je ne sais quelles autres filles. Aujourd'hui, elles sont elles-mêmes étonnées de ce qu'elles ont vécu. Et sous mes yeux, l'histoire peu à peu s'humanise. J'ai le sentiment qu'elles et moi ne parlons pas tant de la guerre, justement, que de l'existence humaine. Qu'en somme, nous méditons sur l'homme. Je tombe sur des conteuses aux talons bouleversants. Il est dans leur vie des pages comme on en rencontre rarement, même dans les romans de mon cher Dostoïevski.
Des pages où le personnage devient le jouet du destin, et pourtant s'observe très clairement à la fois d'en haut, depuis le ciel, et d'en bas, depuis la terre. L'évocation des souvenirs, ce n'est pas un récit passionné ou au contraire indifférent des événements qu'on a connus et d'une certaine réalité enfuie, mais une vraie renaissance du passé. C'est une pure création. En se racontant, les gens recréent, réécrivent leur vie. Il arrive qu'ils la complètent ou en rajoutent. Il faut être vigilant. J'ai eu le temps de remarquer que ce sont les femmes simples qui manifestent le plus de sincérité, infirmières, cuisinières, blanchisseuses. Comment définir ça plus précisément? Les mots qu'elles emploient, elles les tirent d'elles-mêmes et non pas des journaux et des livres qu'elles ont lus, de leur culture, et uniquement de leur propre souffrance. Les sentiments et le langage des gens instruits, si étranges qu'ils puissent paraître, sont souvent davantage soumis à l'influence du temps présent, à ses codes, sont contaminés par un savoir et une expérience qui ne sont pas les leurs. Il faut souvent de longs travaux d'approche et toutes sortes de détours avant d'entendre le récit d'une guerre féminine et non masculine, avec retraite, contre-attaque et numéro de secteur de front. Une seule rencontre n'y suffit pas. Il est besoin de plusieurs séances, comme le réclame tout portraitiste un peu persévérant. Je reste longtemps dans la demeure inconnue, parfois une journée entière. Nous prenons le thé, comparons nos chemisiers achetés récemment, parlons coiffure et recettes de cuisine, regardons ensemble les photographies des petits-enfants, et alors seulement, au bout de quelque temps, on ne sait jamais à l'avance ni combien ni pourquoi, survient soudain l'instant tant attendu, où la personne s'éloigne du modèle communément admis, modèle de plâtre ou de béton armé, comme sont nos monuments, pour retourner vers soi, en soi, commencer à évoquer non plus la guerre, mais sa propre jeunesse, tout un pan de sa vie. Il faut savoir saisir cet instant, ne pas le laisser échapper. Et souvent, après une longue journée emplie de paroles et de faits, ne vous reste en mémoire qu'une seule phrase. Mais quelle phrase! J'étais si petite quand je suis partie au front, que j'ai grandi pendant la guerre. C'est cette phrase que je note dans mon carnet, bien que j'ai enregistré des dizaines de mètres de bande sur mon magnétophone. 4 à 5 cassettes. Par quoi ma tâche est-elle facilitée? Elle l'est par le fait que nous sommes habitués à vivre ensemble, à communiquer. Nous sommes des gens de communauté. Nous mettons tout en commun, et le bonheur et les larmes. Nous savons souffrir et parler de nos souffrances. Pour nous, la douleur est un art. Je dois avouer que les femmes s'engagent hardiment dans cette voie. Comment m'accueille-t-elle? Elle m'appelle fillette, ma fille, mon enfant. Sans doute, si j'étais de la même génération qu'elle, se comporterait-elle avec moi autrement, de manière plus sévère et sereine, sans la joie qu'offre souvent la rencontre entre la vieillesse et la jeunesse, la fin et le début. Je suis jeune, elles sont vieilles. Elle m'explique les choses comme à une enfant. J'ai depuis longtemps remarqué que c'est avec les enfants que nous parlons le mieux. Nous cherchons alors des mots neufs, parce qu'il nous est autrement impossible de franchir la frontière qui nous sépare de leur monde désormais pour nous inaccessible. Je vois souvent les femmes assises en face de moi tendre l'oreille à elles-mêmes, au son qu'émet leur propre cœur, le comparer aux mots qu'elles prononcent. À l'âge de la vieillesse, l'individu comprend que la vie désormais est derrière lui et qu'il faut à présent se résigner et se préparer au départ. Il n'a pas envie. Il serait fâché même de disparaître simplement, comme ça, sans se soucier de rien. En cours de route, et quand il regarde en arrière, il ressent en lui le désir non pas seulement de se raconter, mais de parvenir jusqu'au mystère de la vie, de se poser à soi-même la question: pourquoi tout cela m'est-il arrivé? Il porte sur tout son passé un regard d'adieu un peu triste. Il n'a plus de raison de s'abuser ni d'abuser des autres. Et nulle envie, car le temps manque pour jouer. Tout est définitif et proche du mystère, du dernier mystère. La guerre est une épreuve trop intime et aussi interminable que l'existence humaine.
Une fois, une femme, une aviatrice, a refusé de me raconter. Elle m'a expliqué pourquoi au téléphone. Je ne peux pas, je ne veux pas me souvenir. 3 ans passés à la guerre, et durant 3 ans, je n'ai plus été une femme. Mon organisme était comme un sommeil. Je n'avais plus de règles, plus de désirs sexuels. J'étais une jolie femme cependant. Quand mon futur mari m'a fait sa demande, c'était à Berlin, devant le Reichstag. Il m'a dit, la guerre est finie, nous sommes vivants, épouse-moi. J'aurais voulu pleurer, crier, le frapper. Comment ça, l'épouser? L'épouser tout de suite. Tu as bien regardé à quoi je ressemble? Fais d'abord de moi une femme. Offre-moi des fleurs. Fais-moi la cour. Dis-moi de belles paroles. J'en ai tellement envie. J'ai failli lui flanquer une gifle. Je voulais le frapper. Mais il avait une joue brûlée, toute cramoisie. Et j'ai vu qu'il avait compris. Des larmes coulaient sur cette joue, sur les cicatrices encore fraîches. Et je me suis entendu répondre, sans y croire moi-même, « D'accord, je vais t'épouser. » Mais je ne peux pas raconter. Je n'ai pas la force de revenir en arrière, de devoir revivre encore une fois tout ça. Je l'ai comprise. Mais c'est aussi une page ou une demi-page du livre que j'écris. Des textes, partout, des textes. Dans des appartements et des maisons en bois, dans la rue, dans des cafés. Moi j'écoute. Je me métamorphose de plus en plus en une seule grande oreille sans relâche tournée vers l'autre. Je lis les voix.